Dans un monde multipolaire, il n'y a que deux directions, le consensus et le conflit. Les États-Unis, en fournissant des bombes et des mesures similaires, visent clairement le conflit. La Chine, en se concentrant sur le développement économique et en promouvant ses principes, cherche à construire un consensus. Ce sont les deux grandes directions qui existent. Hello everybody. Here's the second part of the multipolar Bonjour à tous. Voici la deuxième partie de la réunion de l'Alliance pour la paix multipolaire que nous avons eue l'autre jour. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, elle est liée ici et dans la description. C'était une longue discussion avec des échanges sur la nature du système financier et notre analyse de ce que la multipolarité signifiera concrètement à mesure que nous avançons dans ce nouveau monde courageux après la guerre froide. Mais le paysage alternatif a commencé à prendre forme avec la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai. Cette réunion s'est beaucoup concentrée sur la sécurité, mais d'un point de vue très interne. Quels sont certains de ces problèmes? L'une de ces choses, évidemment, est la question des paiements économiques. Nous n'avons pas de meilleure personne que Kathleen Tyson pour nous donner quelques réflexions sur ce à quoi ressemble aujourd'hui le système de paiement et de commerce émergent multipolaire et ce à quoi il pourrait ressembler au cours des 5 à 10 prochaines années. Kathleen? Over, say, the next 5 to 10 years, Kathleen? Right. There's a lot of speculation. D'accord. Il y a beaucoup de spéculations sur un nouveau système de paiement et une monnaie des BRICS. Je suis sceptique à ce sujet. Ce n'est pas nécessaire et cela créerait en fait une cible unique pour la perturbation occidentale. Il est également techniquement et politiquement difficile de s'entendre sur un système de paiement mondial qui fonctionne sous les lois et règles d'une seule juridiction. Chaque système de paiement a besoin d'une juridiction. Je ne les vois pas tous accepter de permettre à un membre, même au sein des BRICS, d'avoir un contrôle absolu sur la juridiction d'un nouveau système de paiement. Donc, je crois ce que les BRICS nous disent. Ils veulent un commerce en monnaie locale. And BRICS tells us that they want local currency trade. That you can choose any currency you want to do business in. Vous pouvez choisir n'importe quelle devise pour faire des affaires. L'alternative au dollar est le dollar et toutes les autres devises. Ce qu'ils veulent, c'est que l'Est et le Sud mondiaux fassent plus de commerce. Nous parlons de commerce dans les devises des uns et des autres. L'ASEAN a unanimement accepté cela en mai de l'année dernière et y travaille. Ils font plus d'affaires et rendent leur système de paiement interopérable avec les banques des uns et des autres. C'est la bonne direction. Rien de tout cela ne nécessite une innovation massive ou un nouveau traité, car la Chine a élargi l'accès à sa plateforme de paiement CIPS. Cela inclut le yuan et le yuan de Hong Kong, qui fait de plus en plus d'affaires depuis Hong Kong. Cela est conforme à la manière dont les banques fonctionnent aujourd'hui. Cela ne nécessite aucune innovation particulière au sein des banques. Pratiquement toutes les grandes banques aujourd'hui sont multidevises. Elles sont habituées à gérer plusieurs devises et plusieurs registres. Donc, passer au commerce en monnaie locale n'est qu'une extension de cette tendance. Cela ne doit pas être perturbateur pour l'économie mondiale occidentale. La raison en est que le commerce représente en réalité une infime partie
par rapport à ce qui circule sur les marchés de capitaux mondiaux. Tout le commerce de biens, tout ce qui se déplace par rail, navires et camions, totalise environ 48 000 milliards de dollars par an. C'est minuscule comparé au flux sur les marchés de capitaux, où les marchés obligataires représentent environ 380 000 milliards de dollars et les marchés boursiers probablement environ 200 000 milliards de dollars. Equity markets, probably about 200 trillion, derivatives. Les dérivés, si nous regardons simplement les mouvements de marge, sont probablement d'environ 400 000 milliards de dollars. Le crédit interbancaire sécurisé est d'environ 1 900 000 milliards de dollars. Donc, 48 milliards de dollars en pourcentage de cela est pratiquement imperceptible. Tant que les marchés de capitaux mondiaux restent dollarisés et continuent de faire ce qu'ils font, ils ne remarqueront probablement pas lorsque le commerce des biens réels passera à d'autres devises. Même le pétrole, qui ne représente que 8 000 milliards de dollars du commerce mondial, est minuscule. Donc, si une partie de cela se dédollarise, nous ne le remarquerons probablement pas. Je pense que la voie la plus sûre pour les BRICS est d'agir de manière pratique, pragmatique et bilatérale. Puisque tout le commerce est convenu bilatéralement, ils devraient le faire de manière à passer plus ou moins inaperçus. Oui, nous commençons à voir cela se produire en Asie du Sud-Est, comme vous l'avez mentionné. Je pense que ces éléments d'interaction transnationale ou internationale peuvent aider à créer un environnement institutionnel. Cet environnement peut agir comme un rempart contre la folie des machines de guerre, car il y a beaucoup en jeu pour les pays dont les ambitions principales tournent autour du développement économique. Ils visent à améliorer les moyens de subsistance de leur population. Je souhaiterais avoir un gouvernement qui fasse cela. Je veux ajouter qu'il y a des infrastructures à construire. Je veux vraiment les construire. J'ai créé les marchés de crédit interbancaires mondiaux qui représentent maintenant 18 trillions de dollars par jour. J'ai écrit le tout premier repos tripartite. À l'époque, on nous disait que le monde n'en avait pas besoin et que les banques ne l'utiliseraient pas. Maintenant, c'est un énorme marché interbancaire quotidien. La difficulté avec les 80 devises pour lesquelles les gouvernements se sont engagés à passer au commerce en monnaie locale est qu'il n'y a pas assez de liquidités interbancaires à grande échelle dans ces 80 devises, même en yuan. La liquidité mondiale en yuan est principalement fournie par ICBC, qui dispose maintenant de 12 centres de compensation mondiaux pour le yuan. Mais j'aimerais construire une solution pour que ces 80 devises soient aussi liquides que le dollar, le yen, l'euro, la livre sterling et le franc suisse. Si quelqu'un veut introduire un capital risque pour cela, je suis ouvert. Vous avez besoin de plus que du capital risque. C'est une entreprise assez importante, Kathleen. J'ai une question pour vous. C'est ce que je fais. J'ai globalisé le dollar américain. J'ai globalisé les bons du Trésor américain. J'ai créé les marchés interbancaires. Kathleen, c'est génial. Je veux te poser une question. J'étais banquier d'investissement et j'étais responsable des finances de ma ville. Une grande partie du mouvement dont tu parles en termes de liquidité ne va pas dans ce que j'appellerais l'économie réelle. Les marchés de capitaux sont là pour fournir de la liquidité aux banques, mais ils sont censés faire des choses concrètes. Les entreprises sont censées investir dans des projets réels. Au lieu de cela, ce que nous voyons est un marché de casinos massif où les entités ne font que des paris. Donc je mettrai en garde contre l'idée que le volume équivaut à des progrès. Mais je suis d'accord avec toi. C'est une solution. There is a kinetic economy
Il existe une économie cinétique dans les biens et le commerce réel où ces 48 trillions de dollars doivent circuler. Ensuite, il y a l'économie financiarisée, qui a été surendettée au cours des 30 à 40 dernières années. Cette économie est fortement dollarisée et continuera de l'être. Kathleen, what happens when people stop buying US Treasuries? Kathleen, que se passe-t-il lorsque les gens cessent d'acheter des bons du Trésor américain parce qu'il y en a trop? Les banques centrales sont actuellement à leur point le plus bas. La seule raison pour laquelle les gens les achètent, c'est parce que c'est les États-Unis et que les taux sont élevés. Une fois que ces taux baisseront, il y aura un problème. C'est pourquoi, lorsque Yellen était ici, elle a demandé au gouvernement chinois de mettre près d'1 trillion de dollars dans les ventes d'obligations. C'était environ 900 milliards de dollars. Lorsqu'elle est partie, les Chinois ont immédiatement acheté de l'or. Je pense que ça vous dit quelque chose. Eh bien, je surveille de très près les données du Trésor sur les avoirs étrangers en bons du Trésor américain. Je les examine chaque mois dès leur publication. Donc je suis très conscient des tendances. La Chine se désengage depuis les premières sanctions contre elle, essentiellement en 2012 et 2014. Elle diminue ses avoirs en bons du Trésor américain. Cela fait partie d'une longue tendance de réduction des risques par la Chine. Cette tendance s'est accélérée depuis les sanctions contre la Russie et l'expropriation des actifs russes. Et c'est simplement une gestion des risques sensée. La direction de la Banque populaire de Chine a clairement indiqué qu'en matière de gestion des risques, elle ne veut pas être exposée à un créancier qui fait défaut sur ses dettes chaque fois que cela devient gênant ou qu'il n'aime pas quelqu'un. Pour revenir à votre point initial selon lequel le dollar va rester dominant, je me demande simplement comment cette analyse fonctionne avec une autre théorie que j'ai. Cette théorie, qui est maintenant soutenue par des données, n'était qu'une hypothèse à l'époque. En octobre 2022, lors des réunions du FMI, Yellen a obtenu que les banques centrales du camp des Alliés acceptent quelque chose que j'appelle une chaîne de marguerites. Elles font un assouplissement quantitatif furtif pour créer de l'argent afin d'acheter les dettes des autres. Si vous regardez les chiffres, il est maintenant clair que cela s'est produit en octobre 2022. Elles achètent les dettes des autres et les enregistrent comme réserve officielle des banques centrales. Cela leur a permis de maintenir au moins l'apparence de liquidité sur leur marché obligataire. Eh bien, il sera intéressant de suivre le déploiement. Des choses merveilleuses, Catherine. Si vous pouvez me l'envoyer, je serai très intéressé et je m'assurerai qu'il soit publié. Eh bien, vous savez, il faut être vraiment méticuleux avec ces choses, parce que cela apparaît dans les données de TIC. Oui, mais cela apparaît aussi dans les réserves officielles trimestrielles rapportées par le FMI. Cependant, les données du FMI ne les décomposent pas par chaque banque centrale. Je n'ai pas le personnel ni le financement pour faire le travail détaillé nécessaire pour montrer la chaîne de transactions. Mais cela apparaît globalement dans les inflexions US à voir des réserves officielles. Cela doit se passer quelque part, non? Maintenant, en quittant les questions financières, je ne suis pas sûr de savoir qui a levé la main en premier. C'était peut-être Hussein. Oui, je voulais juste commenter ce que Kathleen a décrit en termes de volume de papier financier échangé. C'est peut-être 100 fois plus que les besoins économiques réels de la population mondiale. Et la réaction d'Einar à cela est au cœur de la crise que nous avons aujourd'hui. Nous avons un système financier et bancaire défaillant et en faillite en Occident qui est en train de s'effondrer. Pendant ce temps, nous avons un système économique en plein essor mené par la Chine.
mais pas seulement la Chine. La plupart de l'Asie du Sud-Est, l'Inde, la Russie et même les pays arabes et l'Afrique. Cette dichotomie, ce déséquilibre dans le monde, est la source de nombreuses crises que nous avons aujourd'hui. Tout cet argent qui circule sur le marché financier n'est que du vent. Tout cela devrait être radié parce que c'est un casino, pas la réalité. Because this is the casino, this is not reality. Reality is what China and the others are doing. La réalité, c'est ce que font la Chine et les autres. Ils se concentrent sur l'utilisation de l'argent comme un outil politique pour le développement physique, économique, social et culturel. Nous ne faisons pas cela. Depuis la crise financière de 2008, par le biais de l'assouplissement quantitatif, la Réserve fédérale, la Banque d'Angleterre, la Banque de l'Utemé et la Banque du Japon ont produit plus de 24 trillions de dollars. Et où est allé cet argent? Il n'est pas allé dans les infrastructures. Il est allé aux spéculateurs et aux joueurs. La Chine, depuis 2008, a également produit environ 14 à 18 trillions de dollars en crédit par le biais des banques gouvernementales et d'autres marchés financiers. Cet argent a été utilisé exclusivement pour construire des infrastructures, des industries et des projets scientifiques et technologiques, y compris le train à grande vitesse, qui est incroyable pour tout le monde. C'était le fruit de leurs efforts. Il y a donc une différence philosophique dans la pensée. Nous avons eu cela aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, sous Franklin Delano Roosevelt, il contrôlait les banques, et les banques travaillaient pour le peuple. Ils ont construit plus d'infrastructures que ce que la Chine fait maintenant, comparativement. C'est ce qui a rendu l'Amérique grande. C'est ce qui a aidé l'Amérique à combattre pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était la politique de Roosevelt, le New Deal, les projets de développement des infrastructures, l'urbanisation et l'électrification des campagnes. Nous avons eu la même chose en Europe, en Suède. Nous avons utilisé des fonds publics et des fonds de pension pour construire des autoroutes, des chemins de fer et des centrales nucléaires. Tout cela a changé dans les années 70 lorsque le système de Bretton Woods a été démantelé. Maintenant, c'est là que nous avons le conflit. Une partie du conflit, c'est isn't. L'Occident décline économiquement, tandis que le reste du monde est en plein essor. Cette friction est une source du conflit que nous connaissons aujourd'hui. Tout ce papier financier est un lourd fardeau, un cancer pour les peuples de l'Occident, et il crée de nombreux problèmes. Nous devons réformer le système financier en Occident et revenir à financer l'économie réelle. Pour chaque dollar, il devrait y avoir un équivalent en réalité. Actuellement, nous avons $1 en production et des milliards de dollars en spéculation financière. Chaque jour sur le marché financier suédois, des devises sont échangées pour l'équivalent du PIB annuel de la Suède. Les gens achètent et vendent des devises en utilisant des superordinateurs pour des milliers de milliards de dollars quotidiennement. C'est complètement insensé. Je comprends. Cela règle 7,5 trillions de dollars par jour en transactions de change dans seulement 18 devises. J'étais le responsable de domaine sur ce projet avec IBM. Donc, oui, j'en prends la responsabilité. Maintenant, cela représente 1900 trillions de dollars par an en échange de devises. Rien de tout cela n'a à voir avec des mouvements dans le monde réel. C'est entièrement un casino. So it is entirely just a casino. As they say in the movie, Comme ils disent dans le film Le Loup de Wall Street, c'est tout du fugazi. Il dit fugazi, wazi, gazi, qui sait? C'est ce que l'économie mondiale entière est devenue. So that's what the whole the global economy has become. Steva, titsam est une bonne box, Hariba. Yeah, and look, but it seems to me that what's happening in the world Oui. at the moment. I mean, a lot of the Et regardez, il me semble que ce qui se passe dans le monde en ce moment, et beaucoup des gros titres, tournent autour de choses comme l'OTAN. Mais il y a en fait une série de changements structurels sous-jacents dans la façon dont les économies fonctionnent, comment les ressources sont déployées,
et les équilibres dans les économies domestiques. Cela déborde sur les tensions internationales. Digby, je vais vous adresser cette question parce qu'il y a quelques jours, vous avez fait une vidéo sur certains de ces sujets. Je l'ai regardé 2 fois, une fois rapidement et puis plus en profondeur, et j'ai pensé que c'était un véritable tour de force. Cela a relié ce qui se passe dans l'économie mondiale comme la pièce fondamentale à ces autres éléments dont nous discutons souvent. Pourriez-vous nous aider, nous et nos téléspectateurs, à relier un peu ces points? Help us connect and help our viewers connect these dots together a little bit? Yeah, I hope so. When we talk about really large numbers, Oui, j'espère. Quand nous parlons de très grands nombres, comme des milliers de milliards de dollars, je pense que la grande majorité du public a les yeux qui se voilent parce que cela semble incompréhensible. C'est très difficile pour les gens de comprendre. J'ai un doctorat et je ne comprends toujours pas tout à fait. Ce dont je parlais l'autre jour, c'était du dilemme dans lequel les Américains se sont mis. Parce qu'ils ont la monnaie de réserve et le privilège exorbitant, ils peuvent imprimer de l'argent à volonté pour payer les dettes qu'ils veulent. Ces dettes peuvent être effacées par l'inflation. Mais cela signifie aussi qu'ils peuvent soutenir les économies de leurs alliés. It enables them to support the economies of their allies, and that's clearly what they've done. Et c'est clairement ce qu'ils ont fait. Un peu d'histoire. Les économies du Japon et de l'Allemagne ont été reconstruites après la Seconde Guerre mondiale avec des fonds américains. Bien sûr, les Soviétiques en ont été exclus et ensuite, on les a accusés de ne pas savoir gérer leur économie. Eh bien, évidemment, ils ne pouvaient pas parce qu'ils n'avaient pas accès au capital. C'est aussi vrai pour d'autres pays comme la Chine, par exemple. Cela signifie donc que les États-Unis soutiennent leur réseau d'alliances grâce à l'accès à leur économie. Lorsque l'économie américaine était relativement forte, elle pouvait importer à volonté d'Allemagne, du Japon, du Royaume-Uni et de partout ailleurs. Bien sûr, ces pays en ont grandement profité. Je ne veux pas entrer dans les détails de la décision de 1971 de détacher le dollar de l'or, mais cela signifiait que depuis cette époque, la force économique des États-Unis a relativement diminué. Pendant ce temps, les exportations de pays comme l'Allemagne, le Japon et l'Europe en général, et plus tard la Chine, ont augmenté. Les Américains doivent soutenir cela pour maintenir leur réseau d'alliances. Si le Japon et l'Allemagne n'exportent pas vers les États-Unis, ils seront beaucoup moins encaissés parce que les États-Unis veulent. Pour ce faire, les États-Unis ont continué à imprimer de l'argent afin de pouvoir continuer à importer. C'est la base de tous leurs déficits, en particulier leur déficit d'importation. En faisant cela, ils ont également déclaré qu'ils devaient imposer des limites aux exportations de leurs alliés. La Corée, le Japon, l'Allemagne et d'autres ont tous vu leurs exportations vers les États-Unis limitées. Trump en a été l'exemple le plus récent, il y a seulement quelques années. Il a fait grand bruit en menaçant de détruire le réseau d'alliances, entre autres choses. C'est la preuve de ce que je dis. À mesure que les dettes des États-Unis augmentent, leur déficit continue d'augmenter. Ils doivent maintenir les importations de leurs alliés, car sinon, leurs économies souffriront encore plus qu'elles ne le font déjà. Et maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est de retirer la base de l'accès de l'économie européenne à l'énergie bon marché, affaiblissant encore plus ces économies. Cela les rend plus dépendantes des exportations, mais elles ne peuvent pas augmenter leurs exportations vers l'économie américaine. Ajoutez la Chine dans le mélange, qui exporte une bien meilleure technologie dans les véhicules électriques, la grande majorité des puces traditionnelles, et bien plus encore, complique la situation. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les États-Unis s'engagent dans une guerre économique contre la Chine. Cela affaiblit la position économique américaine et sa capacité à maintenir des structures d'alliance grâce aux importations de ces pays. De plus, la fabrication de voitures est la plus grande entreprise mondiale.
Car manufacturing is the world's largest business. I mean, by far. Je veux dire, de loin, tout ce qui va avec cette chaîne d'approvisionnement, comme le verre, les plastiques, les roues et ainsi de suite, est énorme. Et bien sûr, le carburant aussi. L'avènement des VE bon marché est significatif. Je viens de voir un tweet il y a environ 10 minutes où BYD lance une voiture hybride à moins de $12,000 qui peut faire 2000 km. Il n'y a aucun moyen que Mercedes, Citroën, Fiat, Honda et Toyota puissent rivaliser avec ça. Cela signifie que le marché de l'importation en Amérique change également. Personne ne veut plus acheter ces vieilles voitures. Il faut imaginer que l'Allemagne exporte 75% de ses voitures vers des marchés étrangers, y compris l'Europe, l'Asie et beaucoup vers l'Amérique. Et donc, il y a maintenant cette situation très étrange où les États-Unis ne sont plus le principal marché pour les exportations de leurs alliés. La Chine est le plus grand partenaire commercial de tous ses alliés, leur offrant des biens beaucoup moins chers. Cela sape leurs économies d'exportation. Ils ont également été coupés de l'énergie bon marché. Et maintenant, on leur demande d'augmenter leurs dépenses de défense. Le point clé est que lorsqu'ils augmentent leurs dépenses de défense, c'est essentiellement une forme d'assouplissement quantitatif. Comme l'a dit Biden, sur les 60 milliards de dollars que nous envoyons à l'Ukraine, 90% sont dépensés en Amérique. Donc cela revient vraiment à subventionner l'économie américaine par le biais des dépenses de défense. Cela explique pourquoi ils ont besoin de créer des tensions en Asie. Cela explique également pourquoi il doit y avoir de la propagande sur le danger, les menaces et les invasions. Cela est nécessaire pour augmenter les ventes d'armes et consolider la base industrielle. C'est une situation perdant-perdant pour les Américains, et cela me fait me demander jusqu'où ils peuvent vraiment aller. Honnêtement, à ce stade, je pense aux deux candidats à la présidence comme l'homme de paille et l'homme de fer blanc. Biden, qui peut à peine marcher ou aligner une phrase, est l'homme de paille. Trump, qui insiste pour que tout le monde paye plus d'argent, est l'homme de fer blanc. Il va imposer plus de tarifs, ce qui est essentiellement une taxe sur les contribuables américains, réduisant leur efficacité. Cela ne fera qu'aggraver leur situation. Je me demande si, en considérant 2008, puis la pandémie, et maintenant cela pourrait être la plus longue période sans un crash majeur. Peut-être que Kathleen peut me corriger sur ce point, mais de 2008 à 2024, ce serait la plus longue période de l'histoire moderne qu'une économie libérale comme l'économie américaine n'a pas connu de crash. Cela fonctionne vraiment sur les vapeurs de la monnaie américaine. Avec le marché boursier américain maintenant à un niveau record, cela me rappelle 1929 de la pire manière possible. Je me demande s'ils peuvent vraiment tenir jusqu'en novembre. Et s'ils arrivent à novembre, que va-t-il se passer après? Je pense que ce dernier coup de dé de l'OTAN en Asie est vraiment juste pour stimuler à nouveau ces dépenses. C'est pourquoi ils ont immédiatement demandé une augmentation de 2,5 points de pourcentage. Ensuite, le Canada a rétorqué « Oh, nous n'atteindrons même pas 2% avant 2032 ». Alors, d'où vont-ils tirer l'argent? Sérieusement, la seule façon est de l'imprimer. Cela ne fera que les affaiblir davantage. Comme l'a dit Hussein, c'est une bulle et elle va éclater tôt ou tard. C'est inévitable. J'attends cela depuis 5 ans, mais je suis presque sûr que cela va arriver. La contrainte, il me semble, est que vous pouvez imprimer autant de liquidités que vous le souhaitez. Le problème auquel on est confronté est la disponibilité des matériaux et des personnes qualifiées pour réellement accomplir ce que l'ambition et la presse à imprimer visent à faire. Oui, eh bien, dans cet article dont vous parliez,
J'ai fait référence à ce problème précis. La Chine produit des ingénieurs et des scientifiques avec des diplômes avancés à un rythme très élevé pour gérer et organiser leur économie. Pendant ce temps, aux États-Unis, les personnes les plus brillantes se dirigent vers la finance parce qu'elles pensent pouvoir gagner beaucoup d'argent rapidement et elles ne construisent plus rien. Je pense que c'est vrai. Les Français exportent leur cerveau hors de leurs universités. Il y a donc une fuite des cerveaux inversés qui se produit dans un sens réel. Ce n'est pas encore un fleuve, mais cela va certainement dans cette direction. Les cerveaux vont tous là où se trouve l'argent, et l'argent est en Asie. L'Asie a une croissance collective du PIB d'environ 6%, tandis que les soi-disant économies avancées sont toutes en récession. So-called advanced economies are all in recession. And perhaps that partly explains why the Americans... Et cela explique peut-être en partie pourquoi les Américains ont été très déçus par la visite de Modi en Russie. Il y avait des signaux clairs qu'il y avait de grands espoirs que l'Inde fournirait à l'économie américaine un vivier de jeunes gens éduqués dans les domaines STEM. Est-ce des réflexions à ce sujet? J'ai récemment vu un rapport sur la controverse concernant les étudiants étrangers en Amérique. L'ambition était que les étudiants chinois aillent en Amérique pour étudier les sciences humaines, mais que les étudiants indiens étudient les sciences, la technologie et l'ingénierie. Cela semble reconnaître qu'il y a un manque de travailleurs capables et bien éduqués pour faire face à ces défis à l'avenir. Ils espèrent attirer ces étudiants d'Inde et ne pas les renvoyer. And they're hoping to actually take them out of India and not send them back. Yeah. I think it will work. Oui, je pense que cela fonctionnera pendant un certain temps, parce que ce n'est qu'un pansement sur la société américaine qui saigne. C'est une telle tragédie que les États-Unis se classent au bas des pays de l'OCDE en termes d'éducation. Ils se classent 32e dans le monde pour les mathématiques, la lecture et les compétences de base. C'est tellement triste. Juste après la Seconde Guerre mondiale, ils ont accueilli de nombreux esprits brillants d'Europe qui sont venus aux États-Unis et ont tout construit. Les États-Unis ont même pris la technologie des semi-conducteurs des scientifiques allemands et se sont ensuite attribués le prix Nobel pour les transistors. Au cours des dernières décennies, les États-Unis ont bénéficié d'un nouveau vivier de personnes instruites provenant de pays en développement, désireuses de travailler et d'étudier dur. Cependant, ce schéma est susceptible de s'épuiser. Dans 10 ans, la situation dans des pays comme l'Inde sera bien meilleure. De nombreux individus formés aux États-Unis avec une expérience professionnelle, retourneront en Inde pour créer leurs propres entreprises de conception de logiciels et de semi-conducteurs. Cette dépendance aux étrangers pour faire le travail est insoutenable, d'autant plus que de nombreux Américains sont réticents à faire le travail difficile. Ils attirent ces pauvres gens, vous savez, comme ceux qui traversent la frontière mexicaine. Ils attirent les travailleurs manuels de la frontière. Et puis, pour les travailleurs en col blanc, ils attirent des gens de Chine et d'Inde. Alors, que font les Américains? Je ne sais pas. Ce n'est pas une solution très durable. Ils doivent réparer leur propre société. Ils doivent réparer leur propre éducation et se concentrer sur les valeurs. Les gens n'aiment pas parler de valeurs pour une raison quelconque, mais c'est la fondation d'une société, tout comme une famille. Si vous voulez avoir une bonne famille, vous devez avoir de bonnes valeurs. Il en va de même pour une société dans son ensemble. Aux États-Unis, personne ne veut parler de valeurs. C'est comme un gros mot. Je pense qu'ils vont souffrir dans 10 à 15 ans. Il semble y avoir un véritable dilemme. Warwick, je veux juste faire un point à ce sujet. Cela est très lié à la corporatisation de l'éducation. Par exemple, au Cambodge, ce que je vois, c'est une baisse des normes générales en STEM et dans d'autres disciplines.
Ce déclin est directement lié à la corporatisation de l'éducation. Les gouvernements ne voulaient plus payer pour cela, parce qu'ils voulaient réduire les services publics. Avec Ronald Reagan et la montée du néolibéralisme, les niveaux d'éducation ont régulièrement baissé. La France et l'Allemagne ont résisté de manière significative à cette tendance. Cependant, le Royaume-Uni, l'Australie, les États-Unis et d'autres pays ne l'ont pas fait, et leurs classements ont chuté assez rapidement. The US and other countries didn't, and they've dropped in the rankings quite rapidly. But now, they're still very respected for their... Mais maintenant, ils sont toujours très respectés pour leur éducation de haute qualité, surtout en Europe. Ils ont gagné beaucoup d'argent avec les étudiants étrangers qui viennent et paient des frais très élevés. Mais maintenant, ce que vous voyez, et c'est très vrai au Cambodge, c'est que vous avez toutes ces universités étrangères, et en Chine aussi, qui installent leur campus dans ces pays. C'est un peu comme la délocalisation de la main-d'œuvre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme dire, d'accord, nous allons fermer notre usine et faire fabriquer le produit par les Chinois. Eh bien, c'est la même idée. En gros, nos universités ne peuvent plus fonctionner correctement. Alors nous allons simplement les externaliser directement sur le marché. Et donc vous avez toutes ces universités et écoles détenues et gérées par des étrangers. Au Cambodge, il y a une quantité énorme d'écoles gérées par des étrangers. Mais cela forme le Cambodge, et d'autres économies émergentes en bénéficient. En attendant, cela prive les pays plus avancés de leurs avantages éducatifs. Cela signifie que les étudiants ne veulent plus y aller et y vivre. Ils sont parfaitement heureux de revenir en Chine ou au Cambodge et de gagner de l'argent là où se trouve leur famille. Cela concerne également l'immigration en tant que fonction de travail, comme l'importation de main-d'œuvre. Si vous voulez maintenir un taux de travail très élevé ou un très faible taux de chômage, vous devez réduire immédiatement l'immigration. Vous réduisez d'abord les moins éduqués, puis les plus éduqués en dernier. Je pense que vous pouvez voir que c'est vraiment ce qui se passe dans le monde aujourd'hui avec l'éducation. Si vous regardez les brevets, la Chine est devenue numéro 1 il y a quelques années. Puis les gens ont dit, oui, mais il y a quelque chose appelé l'OMP, les brevets internationaux. La Chine est devenue numéro 1 dans ce domaine également. De même, avec les publications scientifiques, la Chine est devenue numéro 1 mondial en 2016, je crois. Les critiques ont dit, oui, mais elles ne sont pas de très haute qualité. Puis la Chine est devenue numéro 1 dans le top 10% des articles les plus cités. Les critiques ont répondu, oui, mais les États-Unis sont toujours numéro 1 dans le top 1%. Puis la Chine est devenue numéro 1 dans le top 1% des articles les plus cités. Enfin, les critiques ont affirmé, non, les Chinois trichent. Ils ne font que se citer entre eux. Et puis l'année dernière, la Chine est devenue numéro 1 dans le Nature Index, qui classe les articles les plus publiés dans les 100 revues scientifiques les plus prestigieuses au monde. C'est donc une sorte de mécanisme d'adaptation. Quoi que la Chine accomplisse, les élites et les médias américains essaient de se consoler en trouvant quelque chose de négatif à ce sujet. Ils se convainquent qu'il doit y avoir quelque chose de mal avec le succès de la Chine. Mais ils se trompent eux-mêmes. Par exemple, l'Australian Strategic Policy Institute, ASPI, qui est financé par le complexe militaro-industriel américain, a publié une étude. Ils ont examiné 44 des domaines scientifiques les plus critiques, tels que l'IA, l'informatique quantique, la blockchain et la nanotechnologie. Ils ont constaté que la Chine est en tête dans 37 de ces domaines. And they said, out of those 44, China is leading in 37, and so the US really has. Les États-Unis doivent vraiment sortir de cette illusion. Ils doivent se réparer eux-mêmes et accepter le monde multipolaire. Ils ne peuvent pas simplement vivre dans un fantasme d'être la plus grande nation
avec tout le monde les aimant et ayant la meilleure démocratie. Everybody loves us. Allez, We have donnez-moi une democracy. pause. Oh my God, we have so amazing country. Come on, give me a break. Passons à autre chose. Oui, peut-être que c'est là que tout se rejoint, à cause de ce qu'est réellement le monde multipolaire. Le problème n'est pas que les États-Unis doivent arrêter de dire tout cela. Le problème est qu'ils se trompent eux-mêmes en croyant à un récit sur le monde, qu'ils doivent constamment corriger avec plus de rustine. Cela ne change pas réellement le monde. Cela frustre tout le monde parce qu'ils ne reconnaissent personne d'autre. L'essence du moment multipolaire est que ces changements se produisent et ne peuvent être arrêtés. Il y a 50 ans, si l'Inde était allée en Russie dans un moment comme celui-ci, les Américains auraient essayé et réussi à l'arrêter par des mesures coercitives, que ce soit en utilisant la carotte ou le bâton. Mais maintenant, les carottes ne sont pas assez sucrées et le bâton n'est pas assez effrayant. Par conséquent, ces nouvelles structures émergent. Donc, en un sens, ce à quoi nous devons penser n'est pas comment instaurer un monde multipolaire, mais comment le soutenir sans sombrer dans une guerre mondiale. La coopération entre différents acteurs a lieu, et nous pouvons voir que de nouvelles structures se construisent. L'épine dorsale économique, comme les mécanismes de règlement, émergera d'une manière ou d'une autre, parce que nous avons des marchés suffisamment grands, avec suffisamment d'acteurs essayant de les construire. Un ou plusieurs systèmes émergeront pour assumer cette fonction. La partie problématique est de faire en sorte que l'ancienne puissance, qui est tellement habituée à dicter les règles, lâche prise et permette que cela se produise sans tout faire exploser. La question est, comment gérer cette hubris, qui considère tout le monde comme un ennemi? Comment assurer aux Américains que nous les aimons toujours? Nous voulons toujours que vous fassiez partie du monde multipolaire. Tout ira bien. Vous serez d'accord. Nous travaillerons tous pour que vous soyez également l'un des acteurs. Vous n'avez pas besoin d'agir ainsi. Pour les Européens, il est important de comprendre qu'une dépendance absolue à la puissance dominante n'est pas bonne pour vous. Mais cela ne signifie pas que vous devez vous détourner complètement. Ce que fait Orbán n'est pas une opposition aux Américains. Il essaie juste de réparer les liens. Nous devons soutenir cela structurellement pour nous éloigner d'une mentalité de confrontation où l'Occident aborde souvent les choses de manière tout ou rien. Le monde multipolaire prendra soin de lui-même. C'est pourquoi il est multipolaire. David. Oui, je veux juste ajouter un aspect particulier à l'éducation, puisque j'ai enseigné à Texas A&M, à la fois dans les programmes de premier cycle et de cycle supérieur. Le problème que nous avons en Amérique concernant l'éducation est qu'elle est transactionnelle ici aux États-Unis. Tout tourne autour du coût. Vous regardez les élites, Harvard, Yale, Princeton, Stanford, et ainsi de suite. Le problème institutionnel est que les étudiants ne sont pas enseignés à penser. En classe, vous devez vous soucier de ce que ressentent les étudiants, plutôt que de ce qu'ils pensent. Le système lui-même a atteint un point où vous ne pouvez pas avoir un débat honnête. C'était l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté Texas A&M. Il est devenu clair pour moi que l'institution ne voulait pas que j'encourage les étudiants à penser différemment. La raison principale est de leur montrer qu'il existe un monde extérieur. Ils doivent comprendre qu'ils ne sont plus les seuls à dicter les règles sur la scène mondiale. Le monde a changé, et nous devons changer avec lui. Cela fait partie de notre problème éducatif, et c'est pourquoi nous déclinons. Cela me fait mal de voir où la société américaine se dirige. Cela ne va pas bien, parce que nous ne produisons pas de penseurs qualifiés. C'est crucial, car le monde avance,
et nous restons à la traîne. Je voulais juste ajouter cela à la conversation. Il semble jusqu'à présent que rien qu'en écoutant ce que vous avez tous dit, un monde multipolaire présente un certain nombre de caractéristiques importantes. En un sens, la multipolarité est ce qu'elle est en ce que les pays font leurs propres choses. Mais le succès dans cet environnement dépend de l'investissement dans les personnes et de la garantie qu'une population possède les compétences nécessaires pour contribuer et tirer le meilleur parti des transformations en cours. Cela me semble être un élément assez important de la structure infrastructurelle, si vous voulez. La deuxième chose qui semble liée à cela est la nécessité de développer des voies pour que les industries créent de vrais produits que les gens apprécient, dont ils ont besoin et qu'ils désirent. Cela fait partie de l'amélioration de leur qualité de vie. Lorsque ces deux choses se produisent, une économie devient beaucoup plus autonome. Elle dispose d'un noyau sur lequel elle peut compter. Une population qualifiée et des industries fournissant des produits utiles à des prix adéquats. C'est juste une observation que je fais en me basant sur ce que tout le monde a dit jusqu'à présent. Au sein des réflexions à ce sujet, après tout, vous avez passé votre vie dans le développement économique. Any thoughts on that? I mean, you've spent your life in economic development, actually. So. Yeah, I just wanted to say this is my. Oui, je voulais juste dire, dans ma déclaration de conclusion, que nous devons mondialiser l'initiative de la ceinture et de la route, pas le temps. Comme vous l'avez dit, ce dont le monde a besoin, c'est d'infrastructures, de soins de santé, d'éducation, d'industrie, d'agriculture et d'amélioration environnementale. Je pensais aujourd'hui à la façon dont, dans les années 1990, les gens nous disaient, à l'Institut Schiller, que nous étions des rêveurs. J'étais un activiste dans les rues ici à Stockholm, et aussi en Allemagne. I was an activist in the streets here in Stockholm. I was also in Germany. And we were distributing leaflets calling for building the... Nous distribuions des tracts appelant à la construction de la nouvelle route de la soie. Nous préconisions le développement de l'Allemagne de l'Est, de l'Europe de l'Est, de la Russie et jusqu'à la Chine. Nous croyions que la France, l'Allemagne et les États-Unis devaient mettre en commun leurs technologies pour développer le monde, y compris l'industrialisation de l'Afrique. C'était intéressant parce que nous avons produit la première étude complète sur l'apparence de la nouvelle route de la soie. Cela a été publié en 1987 et nous avions un plan détaillant les projets nécessaires. Ceux-ci comprenaient l'énergie nucléaire, les trains à lévitation magnétique, les barrages et la technologie spatiale, ainsi que la coopération spatiale mondiale. Et les gens pensaient que nous étions un peu fous, parce que la façon dont les politiciens en Europe et aux États-Unis pensaient était complètement dans l'autre sens. Mais regardez le monde aujourd'hui. Nous avons bien une nouvelle route de la soie. Nous avons l'initiative de la ceinture et de la route. Nous avons les BRICS. Nous avons l'Organisation de coopération de Shanghai. Toutes ces nations pensent en ces termes. L'une des choses sur lesquelles Modi et Poutine se sont mis d'accord était de construire des centrales nucléaires civiles au Bangladesh. Ce n'était pas seulement une coopération militaire. La coopération scientifique, technologique et spatiale, c'est ce dont le monde a besoin. Et ce n'est pas seulement un discours optimiste. C'est ce sur quoi travaillent la Chine, la Russie, l'Inde et de nombreuses autres nations. Les seuls à être à la traîne sont nos pays ici en Europe et les États-Unis. Cela devrait être une grande préoccupation pour nous, car nous sommes en train de nous faire distancer. Mais en même temps, nos dirigeants disent qu'au lieu de rattraper les autres, nous devrions empêcher les autres de progresser et de se développer. C'est une situation terrible. Cependant, je reste optimiste. Nous pouvons encore progresser. Je pense que cette réunion est un bon exemple que nous travaillons pour la paix et le développement économique. C'est un forum fantastique pour promouvoir ces idées.
a fantastic forum for promoting these ideas. And I wanted to ask you a question, actually. Et je veux vous poser une question sur le développement économique. Vous avez mentionné plus tôt que les Philippines et le Japon ont conclu ce qui est essentiellement un accord de défense ou militaire. Y a-t-il déjà eu des discussions sérieuses sur un accord économique? An economic agreement? Well, if you look at the Philippines-Japan relation, Eh bien, si vous regardez la relation entre les Philippines et le Japon est l'un de nos plus grands donateurs d'aide de plusieurs manières. Cependant, en ce qui concerne l'économie et le commerce, je pense que la Chine reste notre plus grand partenaire commercial. Pendant l'administration précédente de Duterte, la plupart des discussions et des accords avec différents pays étaient vraiment axés sur le développement économique et la prospérité. C'était l'objectif principal ou la voie de l'administration précédente. Mais dans cette administration actuelle, c'est le problème des Philippines. C'est une image miroir des États-Unis à bien des égards. It's a mirror image in many ways of the United States. So if you see the United States as being crazy, si vous voyez les États-Unis comme étant incohérents, les Philippines en sont le reflet. Lorsque vous regardez les Philippines dans le contexte de l'Asie du Sud-Est, et même de l'Asie en général, c'est le seul pays avec une telle incohérence dans les politiques, en particulier en matière de politique étrangère et d'économie. Le développement économique devrait être notre priorité, et nous devrions faire partie de l'initiative de la ceinture et de la route. Nous devons synchroniser notre développement des infrastructures, tant physiques que logicielles, ce qui est très nécessaire pour nous. Cependant, le problème est qu'à chaque changement d'administration, les priorités dépendent du président. À l'heure actuelle, l'administration actuelle se concentre davantage sur la défense et la coopération militaire avec de nombreux pays, en particulier des puissances régionales comme le Japon et l'Australie, et même une puissance extérieure comme les États-Unis. Au lieu de tirer parti de notre bonne relation avec la Chine et d'essayer d'obtenir plus d'investissements de la Chine pour les infrastructures, nous avons un problème en ce moment, car nos infrastructures ne progressent pas. Nous n'avons pas de nouveaux investissements entrant dans le pays, en particulier en termes d'investissements directs étrangers, IDE. Nous avons en fait perdu environ 64% de ceux-ci. Ainsi, le pays est confronté à de nombreux défis en matière de développement économique. C'est précisément parce que, pour être très franc, dans le contexte de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie-Pacifique, les Philippines sont actuellement utilisées par les États-Unis comme leur proxy contre la Chine dans cette compétition géopolitique en cours. Les États-Unis affirment leur domination dans la région Indo-Pacifique en utilisant la mer de Chine méridionale et même le détroit de Taïwan comme enjeu. Dans ce contexte, bon nombre de nos accords avec les puissances régionales, ainsi qu'avec les États-Unis et leurs alliés, sont axés sur la défense, la sécurité et les questions militaires, avec moins d'accent sur les questions économiques. Nous perdons des opportunités que d'autres pays d'Asie du Sud-Est, comme l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande, saisissent. Ils reçoivent des investissements et du tourisme importants de la Chine. Cependant, nous manquons ces avantages en raison du conflit croissant en mer de Chine méridionale avec la Chine, qui est influencé par les États-Unis. Il est assez étrange qu'en Asie du Sud-Est, presque tous les pays entretiennent de bonnes relations avec la Chine, la Russie et d'autres puissances régionales. Mais pour nous, notre relation avec la Chine se détériore sous l'administration actuelle. Pendant ce temps, nous devons également faire face à la Russie. Nous sommes en train de créer un ennemi de la Russie dans une plus grande mesure.
Cela est en partie dû au fait que Zelensky a visité les Philippines, et il semble que l'actuel président admire beaucoup Zelensky, ce qui est vraiment fou. D'autre part, le déploiement du lanceur de missiles de moyenne portée dans le nord des Philippines a également attiré l'attention du président Poutine. Le 28 juin, le président Poutine a souligné qu'ils sont au courant des actifs militaires déployés par les États-Unis dans cette partie de notre pays. Il a mentionné qu'ils en ont pris note et qu'ils envisagent où déployer leurs actifs militaires dans la région Asie-Pacifique pour protéger leurs intérêts. C'est la partie vraiment folle. Je veux intervenir rapidement ici sur l'importance de cela. C'était vraiment significatif. Poutine en a pris note dans le contexte de parler de conflit nucléaire. Oui, à propos de l'emplacement des missiles. Oui, donc, implicitement, les Philippines se sont désignées comme une cible. C'est en fait mon article qui sera publié demain en tant que tribune. J'écris aussi en tant que chroniqueur pour l'un de nos journaux, qui est l'un des plus grands du pays. L'article porte sur le fait qu'il a fallu un président russe pour signaler que nous avons des armes nucléaires déployées dans le pays. C'est extrêmement troublant. Tout le pays n'était pas au courant de cela. Des gens comme moi le savaient depuis le début, car cela a commencé avec les exercices Balikatan avec les États-Unis. Mais le grand public n'en est pas conscient. Un point très important et crucial est les médias. Les médias occidentaux dominent le monde entier. L'opinion publique aux Philippines est fortement influencée par eux. Les médias doivent jouer un rôle constructif dans l'éducation des gens. Habituellement, ce que vous entendez des médias occidentaux, c'est des critiques contre la Russie et la Chine, ainsi que de la propagande contre eux. Un pays comme les Philippines est très influencé par les valeurs occidentales et est assez américanisé. En conséquence, les gens ne pensent souvent plus de manière critique. L'éducation dans mon pays est également transactionnelle à bien des égards. Les gens ne réfléchissent pas de manière critique. Les étudiants ne savent pas comment analyser des choses simples. C'est le produit du type d'éducation que nous avons. Nos jeunes ne pensent pas vraiment par eux-mêmes. Quoi que disent les médias, les gens de mon pays le croient simplement, même si c'est faux ou de la désinformation. Les Philippines sont à un carrefour, mais c'est un pays critique. Si vous regardez vraiment la paix et la stabilité de la région, il est clair que tout conflit ne se réveillera pas simplement pour être utilisé contre la Chine ou la Russie afin de déclencher quelque chose dans la région Asie-Pacifique, que ce soit en rapport avec la question de la mer de Chine méridionale ou celle du détroit de Taïwan. Si cela se produit, nous aurons un problème. C'est pourquoi nous devons agir et informer l'opinion publique dans mon pays. En fin de compte, les politiciens de mon pays sont élus par le peuple. Le peuple a le pouvoir de mettre des dirigeants en fonction et de les destituer. C'est une situation très difficile pour les Philippines par rapport à la région, car ce n'est pas seulement une question philippine. Je crois que tout est interconnecté. Ce qui se passe dans un pays affectera le monde entier et la région immédiate, y compris l'Asie du Sud-Est et l'Asie-Pacifique. Des personnes comme moi font face à de nombreux défis et travaillent dur pour réveiller les Philippins et les encourager à agir. Nous ne voulons pas que notre pays soit entraîné dans une troisième guerre mondiale. C'est un point critique en ce moment. Nous craignons d'être utilisés comme un proxy pour une guerre que les États-Unis planifient depuis longtemps pour affaiblir la Chine. Ils ne peuvent pas vaincre la Chine sur son propre terrain. Cette situation créera de nombreux problèmes. C'est la même chose en Ukraine. Ils ne pourront jamais vaincre la Russie,
mais ils pensaient pouvoir l'affaiblir. Regardez la Russie en ce moment. C'est un pays à revenu intermédiaire supérieur, selon la Banque mondiale. Du côté de l'Asie-Pacifique, les Philippins comme moi ont très peur que nous nous retrouvions dans une confrontation avec la Chine à propos de la mer de Chine méridionale ou du détroit de Taïwan à cause de la pression américaine, nous utilisant comme un proxy. C'est un énorme défi. Cela ne devrait pas seulement concerner les Philippins comme moi, mais tout le monde, en particulier ceux qui vivent dans la région Asie-Pacifique. Certainement, vous avez un public favorable pour cela ici. Si je peux intervenir, je dois partir pour quelque chose. Dans un monde multipolaire, il n'y a que deux directions, le consensus et le conflit. Les États-Unis, en fournissant des bombes et des mesures similaires, visent clairement le conflit. La Chine, en se concentrant sur le développement économique et en promouvant ses principes, cherche à construire un consensus. Ce sont les deux grandes directions, et j'espère que vous en tiendrez compte. Merci, Sana. Mais nous devrions peut-être aussi conclure. Il se fait tard dans ma partie du monde. En parlant un peu égoïstement, ce que tu as décrit, Anna, m'a fait penser à une discussion que Pascal a eue l'autre jour à propos de la Finlande. Je ne veux pas ouvrir un autre sujet ce soir, mais il y a des parallèles importants et des leçons à tirer et à partager. Peut-être, comme la dernière fois, pourrais-je demander à Pascal de dire les derniers mots. Peut-être pourrait-il réfléchir à ce que la neutralité pourrait signifier dans ce contexte, compte tenu des problèmes et des défis, et résumer les 2 dernières semaines dans le monde. Permettez-moi d'être bref. Beaucoup de ce qui a été dit se rapporte à la question de la neutralité. La neutralité ne consiste pas seulement à rester à l'écart et à se tenir éloigné. Il s'agit de faire les choses à sa manière. SL, lorsque vous avez parlé de la position de l'Inde, vous avez mentionné le fait de se lever et de dire « Non, nous avons notre propre façon de faire les choses, et nous avons le droit de faire les choses à notre manière. » Votre ministre des Affaires étrangères le fait encore et encore, et il le fait brillamment. Cependant, la pression sur les pays neutres est la chose la plus ancienne du monde. C'est généralement la partie la plus forte dans un conflit qui exerce cette pression sur le neutre. Parce que la partie la plus faible, en ce sens, est la Russie, si nous regardons la guerre par procuration en Ukraine. Un belligérant est essentiellement les pays de l'OTAN, et l'autre belligérant est la Russie, avec le conflit se déroulant à travers l'Ukraine. Structurellement, la Russie est la plus faible. La Russie a plus à gagner si davantage d'États restent neutres. Tandis que les États-Unis ont plus à perdre si ces États restent neutres et disposent de plus de pouvoir structurel. Donc ils essaieront d'influencer tout le monde pour qu'ils se conforment. Ce que nous voyons en ce moment, c'est que beaucoup de pays ne le font pas. L'Inde ne le fait pas. Une grande partie de l'Asie du Sud-Est ne le fait pas. L'Afrique non plus. L'Amérique du Sud non plus. Maintenant, nous avons quelques exceptions. Les Philippines en sont une. Les Philippines se conforment, bien que je doive dire que les Philippines ont essayé pendant 5 ans sous Duterte de s'accommoder de la Chine. Et cela n'a pas non plus fonctionné. Donc ma grande question, et peut-être que nous pourrons en discuter la prochaine fois, est pourquoi la Chine? Ce ne sont pas seulement les petits pays qui sont intimidés par les plus grands. Les Philippines sont toujours intimidées en même temps. Il y a donc une sorte de réciprocité. Nous devons comprendre cela. Mais le danger de se conformer est bien sûr que vous deveniez la prochaine Ukraine. Je ne pense pas que le Japon sera assez naïf pour faire cela. Cependant, je suis préoccupé par le fait qu'il y a d'autres endroits où les élites politiques sont plus intégrées aux États-Unis, rendant un tel scénario possible.
Je crains que la Finlande et la Suède aient maintenant complètement changé de camp et que les Européens aient tellement changé de position qu'ils pourraient être prêts à devenir le prochain champ de bataille. Donc ma question à tout le monde est, comment pouvons-nous empêcher cela? Comment renforcer la détermination locale pour éviter de devenir un champ de bataille et maintenir l'indépendance? Merci. Eh bien, merci beaucoup Pascal. Sur ce, nous pouvons officiellement conclure. Nous pouvons également discuter ensuite des prochaines étapes et de ce que nous pouvons faire.